le cours de composition française en ces minutes où l'on s'installe à grand bruit. Il me semble que mademoiselle Cherfils, la professeure de français, n'est pas encore arrivée. Jeanne D., une élève que je ne fréquente pas, ses parents sont des gens chics, les seuls opticiens de la ville, s'écrie à la cantonade « Ça pue l'eau de Javel !» Mais qu'est-ce qui pue l'eau de Javel? Je ne supporte pas l'eau de Javel. Je voudrais rentrer sous terre. Je cache mes mains sous le bureau, peut-être dans les poches de ma blouse. Je suis affolée de honte, terrorisée à l'idée d'être désignée par l'une ou l'autre de mes voisines, car c'est moi qui sens l'eau de Javel. Sans doute, à ce moment, j'aimerais revenir une demi-heure en arrière, chez nous, dans la cuisine, où, comme d'habitude, après le repas, je me suis lavé les mains dans la cuvette d'eau placée en permanence à cet usage. Il n'y a pas d'eau courante à la maison, sans être gênée le moins du monde par l'odeur d'eau de Javel qui, cette fois, s'en dégageait. En cet instant, la fille de 4e que je suis saisit tout très bien, que l'odeur de la Javel, ainsi dit-on chez moi et non eau de Javel, qui était jusqu'ici le signe même de la propreté, celle des blouses de ma mère, des draps, du carrelage frotté et du seau de nuit, une odeur ne dérangeant personne, bien au contraire, est une odeur sociale. Le signe de l'appartenance à un milieu très simple, comme disent les profs, c'est-à-dire inférieur, l'odeur de la femme de ménage de Jeanne D. À ce moment, je hais Jeanne D. Je me hais encore plus, non pas de ma lâcheté qui m'empêche de dire que c'est moi, je me hais d'avoir trempé les mains dans la cuvette d'eau, d'être ignorante des dégoûts du monde de Jeanne, je me hais d'avoir fourni à celle-ci un motif de m'humilier secrètement. Je me suis juré certainement à ce moment-là de ne plus recommencer, de faire attention désormais à cette odeur-là. En somme, je viens de rompre avec des générations de laveuses à l'eau de Javel. Courte citation de Pier Paolo Pasolini. 1. Il y a une idée directrice que tout le monde partage sincèrement, intrinsèquement, l'idée que la pauvreté est le plus grand malheur du monde et que donc, à la culture des classes pauvres, devrait se substituer la culture de la classe dominante. En d'autres termes, notre faute en tant que père consisterait à croire que l'histoire n'est et ne saurait être que l'histoire bourgeoise. 2. Une grande œuvre de normalisation a imposé les modèles voulus par la nouvelle classe industrielle, qui ne se contente plus d'un homme qui consomme, mais qui prétend que d'autres idéologies que celles de la consommation sont inadmissibles. 3. Le refus a toujours tenu un rôle essentiel. Les saints, les ermites, mais aussi les intellectuels, le petit nombre d'hommes qui ont fait l'histoire, sont ceux qui ont dit non, et non pas les courtisans et les valets des cardinaux. Cependant, pour être efficace, le refus doit être total et non pas porté sur tel ou tel point. 4. Il ne faut jamais, en aucun cas, craindre l'immaturité des électeurs. C'est le même raisonnement que font les censeurs et les magistrats quand ils considèrent que le public n'est pas mûr pour certaines œuvres. C'est grâce à toi que j'ai découvert le boulot, tu m'as fait rencontrer tes collègues. Voilà. Et donc c'est un peu à cause de toi aussi qu'on s'est lancé dans cette mission sur les métiers du lien. Là tu me fais faire beaucoup de boulot. Ah oui, c'est vrai. Puis alors quand j'ai eu la mission, ils m'ont foutu un autre rapporteur, je savais qu'il y aurait quelqu'un en marche. Ils m'ont foutu Bruno Bonnel. Bruno Bonnel se moque de ce qu'on pense de lui au niveau local. Ce qui se dit en circo, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour faire l'assistante sociale. Bruno Bonnel, je me dis putain pourquoi ils mettent cette tête de con. On n'entendait pas souvent parler des métiers d'auxiliaires de vie. Ça sera encore long, mais on parle quand même de nous. C'est juste dingue, parce qu'elles ont toutes la même vibration de don, d'amour, enfin ça prend au trip, quoi. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Je me réveille à 4h30, on va dire. Et puis le soir, le temps de rentrer, en gros, je me couche souvent les 22h30.
Et c'est 12 heures d'amplitude pour 4 ou 5 heures payées au SMIC, quoi. Vous diriez qu'ils sont exploités, ces gens-là? C'est l'évidence. Donc toi, t'es une travailleuse pauvre. Je suis une travailleuse pauvre. Mais on aime notre métier. Moi, j'aime ça. J'ai toujours fait ça, donc... Nous demandons par cet amendement des horaires dignes et un salaire décent. Voilà, la loi est partie, donc maintenant on va voir. T'as faut y croire. Rejeter, 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 rejeter. Mais oui, je parle avec colère parce que les gens vont continuer à se lever à 4 h du matin, à être payés 3 heures à 10 €. Vous laissez faire ça. Tes collègues, j'en ai marre. Nous toutes, on doit être tout ensemble, les femmes debout. Ensemble, on nous opprime, les femmes. Ensemble, révoltons-nous. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, loin du monde, reléguées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Debout, debout, debout. Il faudra aller loin et tellement plus haut pour être un peu mieux que rien. Qu'est-ce qu'un viol, sinon que cela? Férocité pure, exercice de pouvoir brut. C'est une énorme erreur que de le confondre avec le sexe. Il s'agit d'un spasme de rage, d'une invasion violente, d'un désir de dominer et de détruire. Tel un missile détecteur de chaleur, il cherche la partie la plus vulnérable du corps de la victime afin de provoquer le plus de dégâts possible. C'est une punition, c'est une domination, c'est l'éradication de la menace, la démolition volontaire de toutes les limites qui font de nous des êtres humains. Quand le garçon se retourne et déclare « fini de rire » en me collant la première baigne, ça n'est pas la pénétration qui me terrorise, mais l'idée qu'ils vont nous tuer, pour qu'ensuite on ne puisse plus parler, ni porter plainte, ni témoigner. De la peur de la mort, je me souviens précisément. Cette sensation blanche, une éternité, ne plus rien être, déjà plus rien. Ça se rapproche davantage d'un trauma de guerre que du trauma de viol, tel que je le lis dans les livres. C'est la possibilité de la mort, la soumission à la haine déshumanisée des autres qui rend cette nuit indélébile. Pour moi, le viol avant tout a cette particularité. Il est obsédant. J'y reviens tout le temps. Depuis 20 ans, chaque fois que je crois en avoir fini avec ça, j'y reviens. J'imagine toujours pouvoir en finir avec ça. Impossible. Il est fondateur de ce que je suis et en même temps de ce qui me défigure et de ce qui me constitue.
sœurs, au cœur d'acier trempé, tes combats sont les fils de notre humanité. Ô sœur, de tes larmes versées, dans ton poing serré germe la paix. Je m'appelle Fatima. Fatima est un prénom féminin, musulman. Je suis censée être une fille, alors je commence à me maquiller au lycée. J'ai les cheveux longs, je ressemble de plus en plus à une femme. Ça plaît aux garçons. Moi, ça ne me plaît pas. La femme n'est victime d'aucune mystérieuse fatalité. Les singularités qui la spécifient tirent leur importance de la signification qu'elles revêtent. Elles pourront être surmontées dès qu'on les saisira dans des perspectives nouvelles. Les ovaires ne la condamnent pas à vivre éternellement à genoux. Il est temps que vous ne voyiez plus en nous des femmes serviles, des animaux domestiques. Féministe et radicale et en colère, nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales. Nous voulons substituer toutes les vertus et tous les miracles de la République à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie. La République n'est pas faite pour cacher la misère du peuple, mais pour la proclamer et la guérir. Derrière la lutte politique, il y a la lutte des intérêts. La République a pour programme d'aider les faibles dans leur lutte contre les forts. La démocratie politique, le socialisme, a pour formule la souveraineté économique du peuple, la souveraineté du travail. La République n'est pas un dogme, je dirais même que ce n'est pas une doctrine, elle est avant tout une méthode. La République, c'est le droit de tout homme, quelle que soit sa croyance religieuse, à avoir sa part de souveraineté. Ces lois, nous voulons les rompre, et même par la révolution. S'il le faut, abolir la légalité capitaliste pour faire surgir un ordre nouveau. La République, c'est proclamer que les hommes ne chercheront jamais dans une dictature, même passagère, une trêve funeste et un lâche repos. Nous ne voulons pas que la bourgeoisie emporte, comme en une banqueroute frauduleuse, notre trésor, le trésor du peuple, la République. Oh, République imbécile, qui toi-même te trahissais, qui toi-même te couchais sous l'insolence des grands chefs. Es-tu bien réveillé maintenant ? Es-tu résolu à te défendre ? La devise de la République sociale, ni oligarchie ni bureaucratie, mais une vaste coopération sociale où les règles sont définies par tous. La République n'est pas un dogme, elle est une méthode pour atteindre la plus haute efficacité de toutes les énergies humaines. L'abstention de l'État, il ne faut point se le dissimuler. C'est l'abandon à tout jamais de ceux qui souffrent. Oui, la République est un grand acte de confiance et un grand acte d'audace. Chacun de nous a besoin de la mémoire de l'autre, parce qu'il n'y va pas d'une vertu de compassion ou de charité, mais d'une lucidité nouvelle dans un processus de la relation.
Et si nous voulons partager la beauté du monde, si nous voulons être solidaires de ses souffrances, nous devons apprendre à nous souvenir ensemble. On ne peut vaincre ni dépasser les prosaïques en demeurant dans la caverne du prosaïque. Il faut ouvrir en poétique, en décroissance et en sobriété. Rien de ces institutions si arrogantes et si puissantes aujourd'hui, banques, firmes transnationales, grandes surfaces, entrepreneurs de santé, téléphonie mobile, ne sauraient ni ne pourraient y résister. Le capitalisme contemporain réduit la part salariale à mesure qu'il augmente sa production et ses produits. Quand il délocalise, ce n'est pas dans la recherche d'une main-d'œuvre abondante, mais dans le souci d'un effondrement plus accéléré de la part salariale. La frontière est cette invitation à goûter les différences. La créolisation, pour moi, c'est le métissage des cultures qui produit de l'inattendu. Pourquoi une nation ne pourrait pas être constituée d'ensembles de cultures qui sont en relation, sans s'éteindre ni se diluer? C'est pour ça que je suis contre le mot intégration. Nous sommes le climat et nous sommes. Les économistes, les gouvernements, les hommes d'affaires réclament la croissance en soi, sans jamais en définir la finalité. Le contenu de la croissance n'intéresse pas les décideurs. Ce qui les intéresse, c'est l'augmentation du PIB, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité d'argent échangé, de la quantité de marchandises échangées et vendues au cours d'une année, quelles que soient les marchandises. Rien ne garantit que la croissance du PIB augmente la disponibilité des produits dont la population a besoin. Dans les faits, cette croissance répond d'abord à un besoin du capital, non aux besoins de la population. Elle crée souvent plus de pauvres et plus de pauvreté. Elle profite souvent à une minorité au détriment de la majorité. Elle détériore la qualité de la vie et de l'environnement, loin de l'améliorer. Quelles sont les richesses et les ressources qui manquent le plus souvent aux populations? Une alimentation saine et équilibrée tout d'abord. L'eau potable, de bonne qualité, de l'air pur, de la lumière, de l'espace, un logement salubre et agréable. Mais l'évolution du PIB ne mesure rien de tout cela. Prenons un exemple. Un village creuse un puits et tout le monde peut y puiser de l'eau. L'eau est un bien commun et le puits le produit d'un travail commun. Il est source d'une plus grande richesse de la communauté. Mais il n'augmente pas le PIB, car il ne donne pas lieu à des échanges d'argent. Rien n'est acheté ni vendu. Mais si le puits est approprié par un entrepreneur privé qui demande à chaque villageois de payer l'eau qu'il tire, le PIB augmentera des redevances encaissées par le propriétaire. La croissance est pour le capitalisme une nécessité systémique totalement indépendante et indifférente à la réalité matérielle de ceux qui croient. Elle répond à un besoin du capital. Elle conduit à ce développement paradoxal qui fait que dans les pays au PIB plus élevé, on vit de plus en plus mal tout en consommant de plus en plus de marchandises. Je reviens à cette question insistante. Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce
qui nous empêche vraiment d'éteindre l'incendie qui menace de ravager notre maison collective? À mon avis, la réponse est plus simple qu'on tente de nous la faire croire. Si le nécessaire n'a pas encore été fait pour réduire les émissions, c'est parce que les politiques à mettre en œuvre sont fondamentalement incompatibles avec le capitalisme déréglementé dont l'idéologie a dominé pendant toute la période durant laquelle nous nous sommes démenés pour trouver une issue à la crise du climat. Si la situation ne se débloque pas, c'est parce que les mesures grâce auxquelles on aurait le plus de chances d'éviter la catastrophe et qui profiteraient à l'immense majorité de la population représentent une grave menace pour la minorité qui a la haute main sur l'économie, la sphère politique et la majorité des grands médias. Le dilemme est le suivant. Soit on laisse le bouleversement du climat transformer radicalement le monde, soit on transforme radicalement l'économie pour éviter le bouleversement du climat. Voici ce que le réchauffement de la planète va transformer. La sécurité personnelle et la santé, l'accès à l'alimentation, à l'eau et à la médecine, l'équilibre géopolitique et stratégique de la cohésion sociale et la paix elle-même. Dans ces conditions, pourrions-nous, s'il vous plaît, cesser de parler des générations futures ? Avec l'accélération du changement du climat, nous parlons de notre propre génération, ici et maintenant. Nous devrions d'ailleurs cesser de parler, il faut hurler. Jusqu'à présent, les dirigeants ne nous ont pas entendus. Sébastien, 30 ans. Antoine, 27 ans. Frédéric, 36 ans. Ayane, 53 ans. C'était le samedi 24 novembre, le 1er décembre, le 8 décembre. C'était à Bordeaux, à Tours. C'était place Péberlan, place Jean Jaurès. C'était sur le boulevard Roosevelt, dans le 11e. Ça s'est passé le 9 février devant l'Assemblée nationale. Ce samedi-là, c'était comme on disait l'acte 2, l'acte 3, l'acte 4, l'acte 13. J'étais venu parce qu'avec mon seul salaire, ça ne suffisait pas. Quand on a sorti la nourriture, les frais, l'eau, l'électricité, le gasoil pour aller travailler, on arrive à peine à boucler la fin de mois. Moi, j'étais d'abord venu pour manifester pour le climat. Ce jour-là, on était allé manifester pour les services publics. On est très attachés aux services publics. Et aussi le ras-le-bol de voir les gens dans la misère. Tout est devenu cher. Études, loyers, nourriture, déplacements. C'était le ras-le-bol, tout simplement. Au début, il y avait une bonne ambiance, il y avait du monde. Ça chantait des chansons, ça scandait des slogans. Ça arrivait gentiment. Très vite, on s'est aperçu que quelque chose clochait. Un mur de CRS nous attendait. Les CRS avaient fermé tous les ponts derrière nous, et toutes les rues aussi. On ne comprend pas pourquoi le parcours a été modifié. Des gens partout, des gaz partout. On se demandait tous pourquoi ils gazaient. Soudain, la tension monte. Je vois un type qui prend un coup de matraque en s'approchant trop près des barrières. Ensuite, ça a été les flashballs. J'entends un truc qui tombe à côté de moi. Je me suis approché, je l'ai ramassé de la main droite parce que je suis droitier. J'ai ramassé la grenade pour la balancer où il n'y avait personne. Et c'est là que ça a explosé. Elle a explosé sur moi. Ça fait comme dans les films de guerre, où il y a un blanc et un sifflement dans les oreilles. Il y a eu un boum. Je sens un énorme choc. Ma première réaction, c'est de partir en courant, me tenant le bras, pour me mettre à l'abri. Je cours vers les gilets jaunes. Je me rappelle
sentir comme des fourmis dans les mains. C'est la réaction des autres qui m'a alerté. On le voit bien sur la vidéo qui passait sur Internet après. Autour de moi, les gens s'écartent, les yeux écarquillés d'horreur. Résistance, 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 résistance. Et aujourd'hui, je vous dirais que non seulement il faut s'engager dans l'écriture, mais aussi dans la vie. Il faut résister dans le scandale et dans la colère, plus que jamais. Naïfs comme des bêtes à abattoir, troublés comme des victimes. Justement, il faut dire plus fort que jamais son mépris envers la bourgeoisie, hurler contre sa vulgarité, cracher sur l'irréalité qu'elle a choisie comme seule réalité, ne pas céder d'un acte ou d'un mot dans la haine totale contre elle. Ses polices, ses magistratures, ses télévisions et ses journaux. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, le des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Si Macron